Merci beaucoup, monsieur le préfet, monsieur le maire de Compiègne, cher Philippe Marigny, que j'ai connu comme sénateur il y a encore peu et comme président de la commission des finances, très brillant, je dois dire. Monsieur le président du conseil régional de Picardie, cher Claude Gévert, mesdames et messieurs les élus, madame la rectrice, chère Valérie, monsieur le président de l'université technologique de Compiègne, cher Alain Storck. Alors, en effet, je suis né en Picardie, mais on s'est connus en Rhône-Alpes. Je dois dire, puisqu'il s'est entraîné à l'INSA et ensuite il est venu s'épanouir complètement et vous faire bénéficier de tout ce qu'il avait appris. Et il est allé bien au-delà, évidemment, comme cela a été dit, de ce qu'il avait fait auparavant. C'était possible. Malgré l'excellence de sa présidence, je veux dire, sa direction à l'INSA. Monsieur le directeur du centre d'innovation, cher Bruno Ramon, et puis je voudrais saluer spécialement la famille donc de Daniel Thomas qui est présente et à qui est dédié à juste titre, si j'ai bien entendu tout ce qui a été dit, ce centre d'innovation. Mesdames et messieurs, chers étudiantes et étudiants. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier, cher Alain, d'avoir parlé avec des mots très justes, très forts. Et c'est bien à vous, les présidents d'établissement, de le faire, de cette période tout à fait particulière. Je vous salue, monsieur l'ambassadeur, puisque le soutien international dans cette période a été, je crois, un élément extrêmement réconfortant. Extrêmement réconfortant. Je ne suis pas sûre que la communauté internationale s'en soit rendue compte à ce point, mais voir une cinquantaine de chefs d'État ou de leurs représentants présents hier à Paris, voir se lever les citoyens de France en grand nombre et dans la plus grande dignité, sans aucun dérapage, c'est une maigre consolation, certes, après ce qui s'est passé, mais c'est un réconfort extrême et ça nous a touchés vraiment au cœur. Tous les continents étaient présents, donc à travers vous, monsieur l'ambassadeur, c'est la communauté internationale que je remercierai. Donc je ne vais pas me substituer au président d'université pour parler aux étudiants de ce qui s'est passé, en parler avec les enseignants-chercheurs. Mais vraiment, vos mots m'ont profondément touchée parce qu'ils étaient particulièrement justes. Je voudrais remercier simplement, là aussi, en vous remerciant, c'est l'ensemble de l'université et tous ces acteurs que je voudrais remercier. Il n'y a eu aucun dérapage à l'université. Et l'émotion, la participation à cette émotion, à ce choc, à ce traumatisme national, se sont faits à l'université dans la plus grande dignité. Et je voudrais en remercier tous les acteurs. Avec Najat Vallaud-Belkacem, ce soir, nous recevrons les présidents de l'université en recevant la CPU. Nous recevrons aussi les étudiants parce que le Premier ministre nous a demandé d'être présents. Parce que les moments d'unité sont des moments très forts, mais il y a la vie après l'unité. Et je crois que c'est à vous, enseignants, chercheurs, étudiants, ensemble de poursuivre cette mission de l'université et de la recherche qui est une mission d'universalité, de tolérance, d'ouverture à l'autre et de créativité née justement de la rencontre de ces différences. Voilà, j'en dirai pas plus, mais nous sommes tous vigilants, solidaires et unis dans ces moments et c'est absolument essentiel. Alors, pour en revenir à l'innovation, mais nous n'étions pas très loin en réalité des valeurs de l'innovation. La première des valeurs de l'innovation, c'est la rencontre. Et c'est la rencontre, et j'allais dire presque le choc de culture. L'innovation nécessite de la créativité. Donc pour ça, il faut se faire rencontrer des cultures différentes, des disciplines différentes. Et vous l'avez tous très bien dit, l'interdisciplinarité, ici, ça n'est pas une incantation, elle se vit. Et les sciences humaines et sociales, ça m'a été redit, ne sont pas vécues simplement comme un cosmétique, comme un supplément d'âme, pour l'acceptabilité, comme on dit, des technologies, mais elles sont associées dès le début. J'ai vu que l'ergonomie aussi était rendez-vous, même si je n'ai pas été la plus brillante au volant, mais c'était la première fois. Même si la table magique de travail coopératif recèle encore quelques mystères pour moi, j'ai vu que c'était pas insurmontable. Et dans mon cas, moi qui suis pas très manuelle, je peux vous dire que ça veut dire que en amont, l'ergonomie, l'interface homme et femme, machine, a été extrêmement bien étudiée. Donc je voudrais féliciter de manière, j'ai l'air de le faire de manière plaisante, mais en fait j'étais très frappée, même assez épatée, je dois dire, par le talent des étudiants. J'ai regretté une seule chose, c'est qu'il n'y ait pas davantage d'étudiantes. Mais ça n'est pas propre à Compiègne, c'est la marge de progression que l'on observe partout. Il faut savoir qu'en France, sur 10 créateurs d'entreprises, il y a une femme.
Je crois qu'on était à peu près à ce niveau de statistiques. Donc même si tout est parfait ici, si tout est pionnier, si finalement toutes les mesures que j'essaye de mettre en place ont déjà été expérimentées pour la plupart ici, là la parité, ça reste un combat que l'on doit partager, que l'on doit faire progresser ensemble. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait qu'une femme sur 10 chefs, 10 créateurs d'entreprises à l'université, comme dans l'ensemble de la société. Donc je disais, le premier point, c'est la rencontre des acteurs dans leur diversité. Je voudrais féliciter à mon tour les architectes. D'abord parce que quand on s'est approché, j'ai tout de suite trouvé le bâtiment absolument magnifique. Et puis quand on le voit vivre à l'intérieur avec ses codes couleurs, je ne maîtrise pas encore non plus complètement, mais j'ai compris qu'il y avait des codes couleurs qui étaient relatifs à des fonctions et qui servaient de point de repère. D'abord, c'est chaleureux, ces codes couleurs. Puis ensuite, on voit qu'il y a des espaces de rencontre, que ce soit les Fab Labs. C'est un lieu très important, ce Fab Lab. Et moi, j'en ai un peu assez de voir à la télévision qu'on nous rebat les oreilles ou dans les journaux économiques spécialisés en nous disant c'est formidable au MIT, il y a un Fab Lab, les étudiants, les ingénieurs apprennent en faisant. Eh bien, on n'a pas besoin d'aller à Boston, même si c'est toujours intéressant d'aller voir le MIT parce que c'est quand même un lieu de recherche absolument magnifique. Mais ici, on a exactement la même chose qu'au MIT. Les ingénieurs sont formés en faisant, ce qui me paraît extrêmement important, la technologie et la science en la faisant. Ce lieu est ouvert avec une amplitude horaire qu'on m'a dit déjà fonctionner. J'ai compris qu'on pouvait encore l'améliorer. Donc faites-le et accueillez des gens, y compris des citoyens, y compris des lycéens, des retraités. Moi, je l'ai vu à Gennevilliers, en région parisienne, dans un Fab Lab extrêmement ouvert. Et je dois dire que chacun tire bénéfice, là aussi, de ces rencontres générationnelles et qui créent du lien. Et le lien, en ce moment, je crois qu'on en a vraiment besoin. Alors, les démonstrations m'ont complètement convaincue. Et puis, vous avez également anticipé toute l'action que nous menons en faveur de l'entrepreneuriat, en faveur du transfert, évidemment, de l'invention du laboratoire et de son appropriation, de sa transformation en innovation de l'entreprise créatrice d'emplois, mais aussi d'une culture générale à l'entrepreneuriat. Moi, provenir d'un pôle que vous avez nommé, et qui est un pôle très technologique, j'ai longtemps souffert du déficit en culture d'usage, en culture commerciale, en culture de marché, tout simplement. C'est pas un vilain mot, le marché, hein. Si on veut créer des emplois, il faut bien que les objets, les services que l'on crée, les systèmes que l'on crée, parce que on est aussi, je l'ai vu dans l'économie circulaire, eh bien, rencontrent leur marché. Donc, il vaut mieux d'abord être sensible aux besoins du marché, aux besoins de la société, aux enjeux de la société en matière de développement durable, en matière d'efficacité énergétique, en matière de lutte contre les pandémies, en matière de maintien à domicile, en matière de travail coopératif. Bref, tous ces enjeux auxquels finalement vos applications et vos projets et votre créativité répond. Parce que si on veut créer des emplois, il faut pouvoir devenir grand. Alors c'est bien, c'est formidable d'avoir créé 200 entreprises dans la zone d'activité que Philippe Marigny avait mise en place à la ville et dans l'agglomération, dans le travail qu'il a accompli au sein de l'agglomération. Et je salue tout le travail de l'agglomération et de son vice-président en charge de ce secteur, puisque j'ai eu... Moi aussi, dans une vie antérieure, j'ai occupé ce même type de fonction. Mais il faut qu'elle grandisse. Il faut qu'elle grandisse parce que le problème que nous avons en France, c'est que trop souvent, en bon français, small is beautiful. Mais c'est pas mal aussi de grandir. Et on n'est pas obligé de faire des grandes entreprises. On peut être, comme vous le faites d'ailleurs dans votre écosystème, avoir des entreprises qui travaillent entre elles, avoir des accords, faire du business finalement et se compléter. Et c'est ainsi que l'on crée davantage d'emplois. Donc n'hésitez pas à vous développer, à grandir. Et je crois que c'est aussi une volonté que partage Alain Storck et toute son équipe. Alors l'UTC pratique l'innovation, on l'a vu à partir de moyens, de moyens finalement dont vous disposez. Ce qui m'a intéressé dans la voiture autonome, ou semi-autonome. En tout cas, quand je suis là, il vaut mieux qu'elle soit autonome. Mais dans cette voiture autonome, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont bon marché.
on n'essaye pas de faire le plus bel outil technologique, le joyau qui finalement va être inaccessible parce que beaucoup trop cher. Les capteurs que vous mettez sont simples, les caméras sont les caméras du marché et vous concentrez la valeur ajoutée technologique et la sophistication, pour le coup, la nécessaire, dans ce qu'il est nécessaire de faire progresser. Mais pour le reste, vous avez à cœur d'être un ensemblier finalement de techniques ou de même de produits qui existent déjà, de façon à ce que le plus grand nombre d'usagers puissent bénéficier de vos inventions transformées pour le coup en innovation. Donc je voudrais vous féliciter pour cela, parce que ça me paraît être vraiment la très bonne démarche. Et je crois que vous avez une formule ici pour dire que avec votre processus d'invention et de passage de l'invention vers l'innovation, finalement, vous découvrez ce que vous n'aviez même pas imaginé initialement. Voilà, la sérendipité. Mais je trouve que votre formule, ce que vous n'aviez même pas imaginé, peut-être plus accessible pour le coup, et on peut davantage la partager. Alors, j'ai appris aussi que vous avez fabriqué de l'eau en poudre. Alors ça, j'ai pas vu la démo, donc comme je l'ai pas vu, hein, faudrait que je revienne, c'est ça, d'accord. Mais je veux dire que ça m'aurait intéressé de voir ça, mais je crois que vous avez encore beaucoup d'inventions à nous montrer. Alors, un grand merci pour votre créativité, votre audace, pour le travail coopératif que vous avez à cœur de partager avec d'autres. D'ailleurs, depuis que vous avez lancé votre premier concours de projets innovants en 2009, de nombreux projets ont vu le jour et on a vu que il bénéficiait à l'écosystème territorial et qu'il créait, je crois, plus de 700 emplois. Hein. C'est ce que j'ai entendu comme chiffre, Monsieur le Président du Conseil régional. Je pense que c'est un chiffre qui vous fait plaisir. Dans le coin, mais il y en a beaucoup plus ailleurs. Mais bien sûr, parce qu'on sait bien que ça diffuse. Quand on a 700 emplois directs dans des secteurs très innovants, on estime qu'il y a entre 3,5 à 5 fois plus d'emplois induits, d'emplois indirects. Et je crois que c'est toute la force de ces emplois innovants. Alors vous avez, j'allais le dire, inventé, préfiguré une partie des dispositifs que j'ai voulu généraliser, mettre en place dans la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. D'abord en mettant le transfert dans les missions de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui n'était pas le cas auparavant. En prenant un certain nombre de mesures aussi puis qui accompagnent ce transfert, le statut de l'étudiant entrepreneur en études et nous avons vu qu'il avait rencontré un grand succès. Il y a 30% des étudiants qui souhaitent créer leur activité, créer une activité ou créer une entreprise. Dans tous les domaines, hein, ça va de l'économie sociale et solidaire au domaine de haute technologie. Mais il y en a que 3% qui le font à ce jour en France. Et il y en a 10 fois plus qui le font, par exemple, dans des universités comme Stanford ou MIT, des universités qu'on évoquait. Donc il est absolument nécessaire de mieux accompagner cette appétence à la création d'activités, parce que si à un âge on peut prendre des risques, c'est bien le moment où on est étudiant ou bien où on a juste terminé ses études. Donc le statut d'étudiant entrepreneur, il est destiné vraiment à faire reconnaître le travail accompli, comme vous le faites déjà ici à l'UTC. Je crois que ça a été le rôle de ces universités technologiques, et c'est toujours leur rôle que finalement d'être pionniers et de nous montrer la voie, de nous démontrer que c'est possible et que ça marche. Donc un statut, un accompagnement, parce qu'un statut sans accompagnement, ça ne marcherait pas aussi bien, tout un environnement de créativité, mais aussi d'apprentissage, par exemple à la propriété intellectuelle, propriété industrielle, également au montage financier, à l'accès au financement. Je pense que cet environnement est absolument indispensable, puis savoir présenter un projet. Moi, j'ai travaillé dans une start-up il y a très longtemps, 6 ans, de 89 à 95, et je me souviens que la première présentation qui avait été faite par nos ingénieurs qui avaient été quelques mois auparavant chercheurs dans un organisme de recherche, qui étaient tous titulaires d'une thèse. Ils avaient présenté ça au directeur technique d'une grande entreprise, Schneider Electric, pour pas la nommer. Et en sortant, le directeur technique qui avait voulu être poli, mais qui me connaissait, est venu me voir en me disant « Ça a l'air très bien ce que vous faites, mais j'ai rien compris ». Donc, je crois qu'on a beaucoup progressé en matière de présentation, puis le numérique a été un formidable accélérateur. Mais je crois qu'il faut toujours avoir à l'esprit, malgré tout, que la technologie, elle doit rencontrer un public. Donc, il faut être compréhensible, il faut être à l'écoute, je le disais, et les flèches, elles sont dans tous les sens. Ça ne va pas de la recherche académique, ensuite la recherche technologique, la recherche partenariale, le transfert et l'usager en bout de chaîne. Je crois que l'usager peut aussi interroger, y compris la recherche académique. Et je crois que les flèches, on le voit bien ici, elles vont absolument dans tous les sens. Donc, interactivité, interdisciplinarité,
Convivialité aussi. Moi, je crois beaucoup à l'effet cafétéria. Ça a l'air idiot au moment du virtuel de dire cela, mais on sait que très souvent, les échanges se font au fil de l'eau. Et ici, l'architecture, on est passé très vite devant le coin café parce qu'on était là pour travailler, mais on travaille aussi dans les coins cafés. Et l'innovation, parfois, les échanges qui se font au fil de l'eau sont tout à fait bénéfiques. Et moi, je me souviendrai toujours de Jacques Attali, qui est pourtant quelqu'un de très cérébral, qui, lorsqu'il est arrivé au pôle d'innovation Minatech, des micro-nanotechnologies, a dit mais je vois pas de bar, je vois pas de bistrot, je vois pas de lieu de vie dans ce centre. Et là, on a eu un peu honte, effectivement, parce qu'on s'est aperçu que c'était trop technologique et pas suffisamment dans la convivialité, la rencontre avec les publics. Je pense qu'ici, c'est aussi un lieu formidable pour la culture scientifique et technique, pour ouvrir à des publics, et en particulier à des publics de lycéens et de lycéennes, ces lieux pour leur démontrer qu'une carrière dans la science, une carrière de chercheur, une carrière dans la formation qui accompagne et qui prépare les chercheurs ou les créateurs d'entreprises, eh bien, c'est quelque chose de formidable, qui a de la créativité, c'est pas austère. On est dans l'échange, la communication, on est dans l'international immédiatement. Bref, on est dans tout ce qui peut aujourd'hui porter un jeune et le motiver pour des études, puisque vous savez qu'on n'a pas assez de jeunes, et en particulier de jeunes filles, j'y reviens, qui se dirigent vers les filières technologiques, les filières scientifiques et les carrières d'ingénieurs. Donc, en ouvrant ce lieu régulièrement, des petites journées portes ouvertes, par exemple, je pense que vraiment, ce serait extrêmement utile pour stimuler ces vocations. Alors, je voudrais terminer en remerciant vraiment... je dirais un mot quand même sur les investissements d'avenir, ne vous inquiétez pas. Et même sur le contrat de plan État-région. Donc, mais je voudrais remercier d'abord les collectivités territoriales, parce que moi, je crois beaucoup à la dynamique des territoires. Les écosystèmes qui marchent, c'est les écosystèmes où on a envie, comme vous le dites, où on voit que du président du conseil régional, en passant par le président de l'agglomération, le président de l'université, finalement, chacun pourrait interchanger ses rôles. Une fois à Grenoble, on a eu un directeur de centre qui a parlé à la place du maire quasiment. Et je crois que ça vous étonnerait pas si vous le connaissez. Je dirais pas son nom, je ferai pas de délation. Mais non, mais en même temps, je m'étais dit c'est bien. C'est parce qu'il parlait d'aménagement urbain. Enfin bon, il avait déjà les solutions. Donc le maire est un peu dépité à la fin. Mais bon, ça donnait des idées aussi. Je crois qu'au contraire, quand chacun peut parler pour l'autre, ça veut dire qu'on est dans un système intégré. On est dans une vraie dynamique et moi je crois beaucoup à la force des écosystèmes parce que c'est ce qui permet ensuite d'être fort et de rayonner à l'international. Et ne croyez pas une seconde que les communes, les associations soient des lieux d'enfermement. Ce sont des lieux de mise en réseau et d'ouverture. Ce sont des lieux où on définit des stratégies et ça permet ensuite de développer des partenariats et des réseaux en toute liberté. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu laisser la liberté vraiment organisationnelle et structurelle. On peut être en association, on peut être en fusion, on peut être en communauté d'universités et d'établissements, on peut être dans la combinaison des trois. Le choix, et il peut y avoir des fusions donc à l'intérieur d'associations, des fusions à l'intérieur de communes. L'idée, c'est quand même la plus grande liberté, mais l'idée, c'est aussi de faire en sorte d'éviter les redondances, parce qu'on est dans une période, vous le savez, où l'argent public est compté, où l'argent partenarial est à rechercher, mais où ça va monter en puissance progressivement. On ne va pas d'un seul coup avoir des mannes, même si vous débrouillez très bien, puisque j'ai vu que des grandes entreprises étaient déjà présentes ici, et c'est de très bonne augure pour ces fonds publics privés. Mais malgré tout, on doit optimiser l'argent public et privé, donc moins de redondance dans les formations, une offre de formation plus diversifiée, plus personnalisée, mieux adaptée, et des projets qui soient des projets au service vraiment des territoires. On a beaucoup parlé ici de bioressources, de biocarburants, j'en ai pas entendu parler, c'est un peu plus vers Reims, je crois, mais je crois que ça vous intéresse aussi. Voilà. On a vu la capture du mouvement, on a eu beaucoup de bio, beaucoup de choses autour du corps, de la personne, du vivant finalement. L'agriculture également, mais aussi le génie informatique. On a vu toute cette communication absolument formidable et que je maîtriserai mieux, je vous promets, la prochaine fois. Et je crois que c'est exactement le rôle des écosystèmes et des collectivités territoriales, les régions, mais aussi les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, que d'accompagner ces initiatives. Et je crois que tout le monde sera gagnant. L'université, elle ne gagne rien à être isolée, fermée, elle gagne tout à s'ouvrir sur son territoire.
C'est comme ça qu'elle acquiert une marque. L'UTC, c'est devenu une marque. C'est pas commercial que de le dire. C'est au contraire reconnaître une qualité et reconnaître son caractère immédiatement international. Vous êtes allié à Paris-Sorbonne. Vous êtes allié, on l'a vu, à tous les grands organismes de recherche. Il y a même des organismes de recherche dont vous pouvez vous passer parce que vous possédez déjà les technologies et la science nécessaires. Donc vraiment, je veux remercier les collectivités territoriales, mais je veux remercier aussi les acteurs de la recherche et de la formation qui ont su non seulement accepter, mais susciter cette ouverture. Bravo à tous, c'est exactement comme cela qu'il faut faire. Et d'ailleurs, l'Europe nous y encourage. Et j'ai vu que l'échelon européen était également très présent. Je le dis au passage, il faut aller davantage vers les projets européens. Nous perdons chaque année 700 millions d'euros en n'ayant pas un retour en termes de projets égal à notre contribution. Les Suisses, les Anglais, dont on peut dire qu'ils sont européens, mais quand même un peu moins que nous, sont entre 1,5 fois et 3 fois en termes de retour par rapport à leur contribution initiale. Donc allez à l'Europe, allez-y avec vos alliés, mais allez vraiment à l'Europe. J'ai vu que vous étiez déjà au Kazakhstan, puisque nous étions présents dans la même délégation que le président de la République il y a peu de temps, voilà, et je crois que dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture notamment, qui étaient les 2 grands domaines qui les intéressaient, les coopérations sauront se développer. Alors je terminerai par effectivement l'engagement de l'État. Tout à l'heure, j'entendais l'argent public se fait rare. L'argent public, c'est quand même lui qui finance à 7 milliards 700 millions d'euros la recherche, parce qu'on oublie trop souvent d'intégrer les salaires dans l'aide publique. Alors c'est vrai que pour les projets, on a les investissements d'avenir qui a raison de 1 milliard d'euros par an sur tout le territoire, donc 7 milliards 1 milliard avec les autres ministères. L'ensemble des fonds publics pour la recherche, ça représente 16 milliards d'euros. 16 milliards d'euros, donc 7,7 milliards d'euros au titre du secrétariat d'État à l'enseignement supérieur à la recherche, le reste dans les autres ministères thématiques, 1 milliard des investissements d'avenir, et ça représente environ 37% de l'effort global dans le pourcentage de PIB pour la recherche et développement. Le reste est fourni par le secteur privé. On a intérêt à rapprocher le secteur public du secteur privé. Pourquoi ? D'abord pour que les doctorants trouvent un lieu de travail, parce que tous les doctorants aujourd'hui ne peuvent pas trouver un emploi et une insertion dans la recherche publique. Et il était essentiel que dans la recherche privée, au sein des entreprises, on ait non seulement des ingénieurs d'école, mais qu'on ait aussi des doctorants académiques qui sont trop peu nombreux aujourd'hui. Vraiment. Donc, je crois que c'est dû, là aussi, le cloisonnement, il est culturel. Donc, nous poussons les initiatives qui visent à décloisonner tout ça, mieux faire connaître, notamment par le biais des conventions CIFRE, des doctorats en alternance, à mieux faire connaître par le secteur privé. Et nous avons déjà signé quelques conventions avec les grands groupes à ce sujet pour que les docteurs académiques soient mieux intégrés dans l'entreprise. Ça veut dire aussi que les docteurs académiques doivent être mieux formés à l'entrepreneuriat et qu'on doit leur dire d'emblée que la recherche publique n'est pas le seul débouché et que non, ce ne sont pas les meilleurs qui vont dans la recherche publique et les moins bons qui doivent aller dans la recherche privée, comme je l'ai parfois encore entendu, de moins en moins, je vous rassure. Non, je crois qu'on a besoin d'avoir des publics plus souples, vous l'avez dit, des parcours plus souples, moins formatés. Et je dois dire que nous partageons la même préoccupation et je me fais l'écho de vos préoccupations auprès du CGI dans le cadre des investissements d'avenir. Voilà, alors ces investissements d'avenir, vous l'avez dit, il y avait un appel à projet. Je suis sûre que vous avez peaufiné votre réponse. Donc les ICIT sont parfaitement adaptés effectivement au projet que vous proposez. Bon, il y a un jury qui est un jury international. Je ne peux en aucun cas me substituer au jury, mais je suis sûre que votre projet, comme vous l'avez dit, je n'irai pas entrer dans le cadre, parce que justement, je pense que l'innovation, elle est toujours un peu hors cadre. Mais je suis sûre que votre projet a toutes les qualités requises. Et en tout cas, je veillerai à ce qu'il soit examiné le plus favorablement possible. Et moi, je me félicite, puisque je suis née à Amiens, que toute la région Picardie soit une région d'innovation, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, une région qui a perdu ses industries, mais précisément ce sont les régions qui finalement ensuite, après, parce qu'elles ont connu une période difficile, sont les régions qui savent regrouper leurs forces, qui savent être fortes ensemble. Et je sais que dans le cadre du contrat de
de plan État-région pour lequel j'ai plaidé avec mon collègue Frédéric Cuvillier, à l'époque ministre en charge des transports, parce que nous sommes les deux secteurs les plus concernés par les contrats de plan. Donc nous sommes battus et à l'époque Jean-Marc Ayrault nous a entendus et ça avait été relayé par Jean-Paul de Godemar, qui a maintenant changé de cabinet, mais qui est toujours très près de nous et encore plus près de nous. Et donc ça avait été relayé parce qu'on sait que c'est extrêmement important pour servir d'effet levier pour les projets structurants. Donc bravo à la région Picardie d'avoir su ainsi se fédérer, imaginer son avenir, d'être ouverte à des réseaux ambitieux et d'être toujours aussi créative et de porter un avenir pour les générations qui vont suivre, parce que je crois qu'à la fois le contexte national et à la fois le contexte économique, le contexte politique nous poussent à préparer l'avenir pour les générations futures. C'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité à vous, enseignants, chercheurs, directeurs, présidents d'organismes, mais c'est à notre responsabilité, à nous, évidemment gouvernement, mais évidemment aussi responsables politiques. Merci ensemble d'y contribuer.